première question pour les événements de cette semaine, c'est bien sûr l'inflation. On a appris ce vendredi que l'inflation en zone euro, selon les données préliminaires, cette inflation continue de reculer. On a atteint moins 0,3% en septembre. Première question, est-ce qu'on se dirige en zone euro vers une période de déflation ? Et deuxième question, quelles seraient les conséquences pour les particuliers, que ce soit des investisseurs ou des épargnants? Alors pour le moment, ce n'est pas la thèse qu'on se dirige vers une période de déflation. Donc, comme Christine Lagarde l'a dit à la réunion de septembre, les pressions déflationnistes aujourd'hui sont probablement moins fortes que ce qu'elles étaient au mois de mai. Par contre, c'est clair qu'on s'attendait quand même pour le mois de septembre à un rebond un petit peu plus important. Donc sur un mois, les prix ont augmenté de 0,1%. C'est qu'on s'attendait à un peu plus, simplement parce qu'on a eu au mois d'août l'effet des soldes qui étaient décalés dans plusieurs pays et donc qui sur un an ont fait baisser les prix assez fortement, puisque l'année dernière au mois d'août c'était pas les soldes, donc cette année en comparaison annuelle forcément les prix étaient plus faibles. Alors on s'attendait à ce que ça change un tout petit peu en septembre. Maintenant vous avez plusieurs autres facteurs qui font qu'effectivement les prix sont moins dynamiques. Vous avez notamment la baisse de la TVA en Allemagne qui fait partie des mesures de relance qui affectent les prix de façon générale. Et donc ça, c'est un effet de seuil qui va durer 12 mois après la baisse. Vous avez également les prix d'énergie qui sont quand même en train de nourrir peu à peu des prix plus bas avec des effets de second tour. On avait donc par exemple, si vous prenez le baril de Brent en euros, la baisse était sur un an de moins de 30% au mois d'août. Elle était de pratiquement 40% sur le mois de septembre. Donc ça a un impact non seulement sur les prix de l'énergie, mais aussi sur un ensemble d'autres prix. Et plus généralement, en fait, sur les biens importés, l'euro fort a aussi un effet déflationniste pour l'instant. Et là, probablement qu'on se dirige vers un problème qui n'est pas qu'un problème de court terme, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que ça dure encore pendant plusieurs mois. Donc, pour la BCE, ça risque de devenir effectivement un souci de moyen terme. Si on prend un panier de devises et qu'on calcule la moyenne pondérée de l'euro par rapport à nos 42 principaux partenaires commerciaux, on est effectivement à un euro qui est au plus fort depuis pratiquement une dizaine d'années, donc depuis la crise de 2008. Donc c'est vraiment pas seulement par rapport au dollar que ça se fait. Vous évoquez justement la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour remonter cette inflation? Il y a des rumeurs qui parlent de nouvelles mesures de soutien, mais on sent au sein de la BCE qu'il y a certaines tensions, que certains partisans d'une orthodoxie monétaire voudraient qu'on calme un peu le jeu. Et donc, pour la BCE, point mort pour l'instant, il faut attendre? Alors, disons qu'effectivement, quand on entend ce qui s'est dit au mois de septembre, il y avait un petit côté schizophrénique quand même dans le discours, puisque d'une part, la BCE nous dit qu'effectivement les pressions déflationnistes sont moins fortes aujourd'hui qu'il y a quelques mois pendant le confinement, et que donc on a de nouveau des pressions inflationnistes qui recommencent à s'installer avec la reprise, ce qui effectivement est sans doute le cas. Donc pour le quatrième trimestre, on devrait avoir un petit peu plus de pression inflationniste. Maintenant, quand on regarde l'outlook à moyen terme de la BCE, on est sur 2022 sur une prévision qui est seulement à 1,6%, donc qui est quand même encore en dessous de son objectif. Or, pour l'instant, la BCE, en tout cas en septembre, a à peine évoqué le taux de change comme étant un problème, en tout cas par rapport au dollar, et n'a pas encore véritablement donné d'indication qu'elle réaugmenterait son programme d'achat quantitatif. Il faut dire que quand on regarde les marchés et donc les écarts de taux obligataires entre les différents pays de la zone euro, on ne peut pas dire pour le moment qu'il y ait énormément de tensions. Au contraire, les investisseurs obligataires sont plutôt friands d'obligations européennes, même dans les pays les plus risqués. Donc la BCE a un peu moins de travail à faire de ce côté-là. Donc pour l'instant, pour ce qui est d'actions supplémentaires, ça reste relativement peu probable, en tout cas d'ici la fin de l'année. Si les tensions devaient revenir, ou si effectivement il y avait plus de signes de baisse des pressions inflationnistes, dans ce cas-là, on pourrait penser à un prolongement du programme. Probablement des montants qui seraient compris entre 400 et 600 milliards seraient pas exclus.
Pour parler encore de la BCE, on a eu cette semaine le discours de sa présidente, Christine Lagarde, qui a fait un peu le point sur la revue stratégique en cours. Et elle a notamment évoqué le fait que la BCE étudie la définition même de son objectif d'inflation qui est inférieur mais proche de 2%. Pardon. Beaucoup aimeraient que la BCE imite la Fed, qui a évoqué plus de flexibilité, laisser par exemple l'inflation après une période où l'inflation restait longtemps en dessous de son objectif, permettre pendant un certain temps de laisser l'inflation dépasser son objectif. Est-ce que la BCE pourrait faire la même chose? C'est une possibilité pour l'année prochaine. On a vu qu'aux États-Unis, ça avait eu un assez gros effet quand même, ce changement annoncé cet été et le shift qu'il y a eu entre la réunion du mois d'août et la réunion de septembre en termes d'attente des marchés pour les taux d'intérêt aux États-Unis. On a pratiquement eu un shift d'un an pour les attentes de première hausse de taux et donc ça a eu des impacts très, très clairement. Donc la BCE pourrait éventuellement jouer à ce jeu-là aussi. La question, c'est est-ce qu'elle est crédible en le faisant, puisque sa propre prévision d'inflation pour dans pratiquement 3 ans n'est qu'à 1,6. Il faudrait probablement, dans ce cas-là, qu'elle mette plus d'éléments sur la table pour montrer qu'elle veut véritablement dépasser les 2% à un horizon de moyen terme, ce qu'elle n'a pas l'air pour le moment de mettre en place. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent effectivement changer dans cette revue stratégique. Il y en a qui plaident aussi pour une redéfinition de l'objectif d'inflation lui-même, qui est simplement de dire, ben voilà, ça fait 10 ans qu'on essaie d'arriver à 2%, depuis 10 ans on n'y arrive pas, est-ce qu'un objectif de 1,5, c'est pas mieux? Enfin, ce qui est un problème en termes de théorie monétaire, évidemment, puisque vous rendez votre nouvel objectif peu crédible, puisque si à chaque fois que vous n'atteignez pas un objectif, vous changez d'objectif, votre crédibilité à long terme en souffre. Mais donc voilà, tout va dépendre de ce qui sort effectivement de cette revue stratégique. Il n'est pas du tout exclu que la BCE s'accorde sur des périodes d'inflation un petit peu plus élevées pour compenser, mais je ne pense... Enfin, disons que là, on parle de changement dans la symétrie, si vous voulez, de l'objectif, mais ce n'est pas nécessairement une symétrie parfaite, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une obligation d'avoir la même période d'inflation plus élevée après une période d'inflation basse. La période d'inflation plus élevée pourrait être plus courte que celle qui a précédé, simplement parce que les périodes d'inflation plus élevées ne sont pas très populaires, notamment en Allemagne.